Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Hub des territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des territoires. Je suis Alexandra Ringo-Botman, responsable innovation ouverte à la Banque des territoires et membre de l'équipe de pilotage du Hub. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce retour du CES, une rétrospective menée avec notre partenaire Hub Institute que nous attendons chaque année avec enthousiasme. Bonjour Vincent. Bonjour, enchanté, merci beaucoup pour l'invitation, très heureux d'être là. Le CES, c'est le salon incontournable de l'innovation technologique. Il a eu en début janvier aux États-Unis. Il a rassemblé plus de 130 000 personnes et 4 000 exposants du monde entier. Cet événement international a abordé l'innovation sous toutes ses formes, mais aussi particulièrement sur des thèmes cette année devenus cruciaux pour les territoires tels que l'intelligence artificielle, la sécurité humaine pour tous, la mobilité et la durabilité. Gary Shapiro, PDG de la Consumer Technology Association, a souligné le rôle essentiel de la technologie dans l'amélioration de l'expérience humaine, marquant ainsi cette édition sous le signe de la responsabilité. Cette année, dans cette rétrospective, nous avons voulu accentuer le lien entre innovation et les territoires. C'est pourquoi l'événement se déroulera en deux parties cette année. Premièrement, votre restitution, Vincent Ducret, cofondateur et CEO du Hub Institute, suivi d'une table ronde d'experts d'innovation dans les territoires qui œuvrent chaque jour pour diffuser l'innovation, mais aussi pour accompagner les porteurs d'innovation sur les territoires. Erin Malanga, chef de projet Hub des territoires, animera cette table ronde composée de 4 partenaires, Retis, Bordeaux Techno-Ouest, Paris Senco et French Tech Alpes Grenoble. Un grand merci à tous les intervenants ce matin pour leur mobilisation. Vincent, juste avant que je te passe la parole, je permets de revenir quelques instants sur le Hub des territoires. Comme vous venez de le voir dans la vidéo, le Hub des territoires, c'est un dispositif destiné à réunir et animer l'ensemble des acteurs territoriaux des écosystèmes de la Banque des territoires. Il vise à faire collaborer public et privé et à inspirer les réussites territoriales. Pour cela, nous avons une programmation riche, déclinée en plusieurs formats, comme l'événement de ce matin, mais aussi des débats, des ateliers, des rencontres et un nouveau podcast. Je vous invite à vous abonner à notre newsletter si vous ne l'avez pas encore fait et à consulter notre programmation sur banquedetterritoires.fr. Et sur ce, je passe la parole et vous souhaite des bons échanges. Merci beaucoup Alexandra, encore une fois très heureux d'être là ce matin pour vous partager une édition du CES qui était très intéressante parce qu'elle a permis de confirmer des tendances qu'on observait depuis un certain temps et d'infirmer des choses auxquelles on croyait assez peu. Alors pour démarrer, l'idée c'est effectivement de vous partager quelques chiffres. Vous le voyez, hein, l'édition 2019 était une édition record, tant en termes d'exposants, 4500, que de participants, 190 000. Et en 2024, on n'a pas encore réussi à remonter un peu les chiffres d'avant 2019, on aura du mal à le faire parce que dans le cas des tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, un grand nombre d'entreprises chinoises ne viennent plus au CES. Et donc du coup, ce sont des halls entiers qui ont disparu. Alors, ce qui est intéressant pour la présence française, c'est de noter qu'effectivement, il y avait moins de startups françaises présentes, mais des entreprises un peu plus matures. Donc ça, c'est aussi un bon signe pour dire qu'effectivement, ils sont mieux préparés et outillés pour aller à la conquête des territoires. Et puis aussi dire que Vivatech fonctionne bien et que du coup, peut-être que des startups sont plus sur Vivatech. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ici, on a identifié les mots-clés et les grandes tendances des années précédentes. Donc, vous le voyez, un big data en 2018, toute la partie véhicules électriques dont on parlait dès 2019. Vous verrez, c'est un vrai fil rouge au CES. La partie blockchain et smart city en 2020, l'AI déjà en 2021, le métavers dont on a parlé il y a 2 ans, c'était vraiment le sujet, il y avait marqué métavers partout. Et puis, effectivement, l'année dernière, on était vraiment sur les enjeux à la fois de mobilité et tech for good. Cette année, c'est un triptyque, clairement, qu'on va retrouver en fil rouge dans le cadre de la présentation. Nous allons avoir beaucoup d'éléments autour de la générative AI et de l'AI, sur tout ce qui est lié au développement durable, et vous le verrez, aussi lié à la connexion et la mobilité, bien sûr, qui est vraiment un fil rouge et qui, vraiment, maintenant, on commence à arriver à identifier des grandes tendances. Alors, cette année, on a identifié 7
7 tendances clés qui découlent de ce que j'ai pu présenter à l'instant. Tout d'abord, la partie mobilité, la partie après retail marketing, la partie human et tech, la partie gaming entertainment, la partie smart city, la partie tech for good, et puis effectivement la partie Gen AI et tech. Alors, sans plus tarder, on va démarrer. Je vais me mettre là pour l'écran, c'est plus facile. Voici un peu les 4 sections qu'on va voir ce matin. Donc, la partie innovation et territoire, smart industry, tech for good et AI for security. Alors, démarrons par la partie innovation des territoires. Sur la mobilité, clairement, 4 tendances se confirment. Tout d'abord, la mobilité électrique, avec un grand nombre de véhicules présentés et on le voit au niveau consommateur, une augmentation de plus en plus importante d'acheteurs de véhicules électriques. Deuxième tendance, la connectivité des véhicules. Et il faut savoir qu'effectivement, plus de 2 tiers des constructeurs américains proposeront des conducteurs américains utiliseront des véhicules fortement connectés. Le véhicule autonome, alors avec différents degrés d'autonomie bien sûr, se développe aussi et en 2025, 80% des véhicules auront un degré d'autonomie. Et enfin, là c'est intéressant de voir qu'effectivement la mobilité partagée émerge, donc avec une vraie conséquence sur la baisse de l'empreinte carbone, avec des trajets de plus en plus longs, des usages de plus en plus récurrents, et donc ça c'est une bonne nouvelle pour la décarbonation des territoires. Alors, l'électrification, on l'associe souvent aux véhicules terrestres, mais en fait, il y a eu beaucoup de présentations de véhicules, de bateaux, d'avions, même on le voit ici, de véhicules électriques volants qui ont été présentés au CES. Donc, on voit que l'électrification, c'est sur l'ensemble des formats de mobilité et l'ensemble des leviers. C'est ça qui est assez intéressant à suivre. Alors, la recharge, qui était déjà présente l'année dernière, a continué à se développer. Toute la partie recharge électrique qui est très importante pour nos territoires. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, par exemple, c'était LB qui permet du coup de mettre un câble connecté à un immeuble et qui va permettre de transformer l'immeuble en coopérative de recharge. On prend aussi en considération, par exemple, l'électrification maintenant en panneaux solaires, l'électrification des parkings avec la mise en place de panneaux solaires. Tesla qui permet aux propriétaires, effectivement, qui ont installé chez eux une borne de recharge, d'utiliser l'énergie solaire chez eux pour recharger gratuitement leur voiture. Audi qui dit nous on va faire du design urbain, les bornes il faut les designer, c'est pas du paysage, voilà. Et Use qui permet d'utiliser l'énergie des vélos cargo pour recharger des voitures. Après il y a d'autres modèles qui émergent en termes de transfert d'énergie et ça c'est intéressant. Vous allez avoir par exemple Grivix avec des bras articulés ou Witricity qui permet de transférer l'énergie directement par fréquence de résonance sans avoir de câble. Le branchement du câble étant un pain point, bien identifié. Alors ça, c'est un coup de cœur. C'est vrai que chaque année, on a des startups assez originales, intéressantes. C'est une startup hollandaise, Squat Mobilité, qui permet pour une voiture à 6 500 $, effectivement, de fonctionner. Donc, vous avez un toit solaire au-dessus. La voiture est assez légère. Et vous avez une batterie effectivement échangeable. Donc c'est vraiment un concept assez intéressant et qui vise vraiment à diminuer au maximum l'empreinte carbone des déplacements. Vous avez une autre startup qu'on a suivie, une startup allemande qui a mis en place tout un écosystème autour de la batterie avec basé sur l'hydrogène sur lequel ils s'alimentent. Ils vont générer du coup et ils vont produire ces batteries qui vont après déployer, qui vont après recycler. Donc ce qu'on apprécie ici, c'est vraiment le côté écosystème complet et c'est une initiative assez intéressante pour les territoires qui nous regardent ce matin, la capacité sur vos territoires de réfléchir à quelque chose d'assez systémique qui puisse bénéficier au plus grand nombre et pas uniquement au territoire, même si vous seriez la base et le réceptacle de cet écosystème émergent. Alors, concernant effectivement la partie véhicule, l'électrification, on l'a évoqué, les véhicules autonomes et l'expérience à bord, puisque les véhicules étant de plus en plus autonomes, les gens vont avoir de plus en plus de temps pour consommer des contenus, échanger aussi entre eux, et c'est toute une nouvelle économie qui va apparaître, aussi la possibilité pour les territoires de potentiellement à terme proposer des contenus locaux, des informations et autres. On est sur un monde vraiment nouveau. Alors ça, c'est une initiative qu'on a aussi retenue. Pourquoi ? Parce que là encore, c'est tout un écosystème qui s'est mis en place avec une université, avec un opérateur télécom allemand et puis tout un écosystème urbain pour mettre en place 4 véhicules autonomes pour tester vraiment sur un grand espace urbain des navettes qui permettraient d'intégrer l'offre de la ville. Alors, on est aussi en termes d'usage
je l'évoquais, hein, rentrer dans une norme assez, une approche assez nouvelle, où en fait la possession n'est plus la suite logique de tout et l'attente des consommateurs. On le voit dans le MaaS, qui est de plus en plus prégnant avec la connexion entre les systèmes, la capacité d'acheter des billets qui vont avoir plusieurs trajets et plusieurs moyens de locomotion, la micromobilité qui continue à se développer, la mobilité partagée, je l'évoquais il y a quelques instants, ou le partage de voitures, et puis l'abonnement aussi qui se développe assez fortement, on le voit dans les chiffres en France par exemple. Alors, tout ça c'est bien, mais il faut voir que quand même, le véhicule privé reste la norme et reste le moyen de transport le plus utilisé. Donc même s'il y a des pistes encourageantes de développement et d'innovation, on voit encore que la route est longue et sinueuse. Voilà. Je noterai juste dans ce graphique les robots taxis, vous voyez, à 1%. Donc en fait, on est vraiment au début, c'est plutôt aux États-Unis et en Chine, mais c'est des choses qu'on va commencer à voir apparaître si la législation le permet. Alors, il y a un mix effectivement d'innovations, donc qui sont désirables ou pas, à vous de voir. Là, on le voit sur la gauche, tout ce qui est véhicule volant. Ça, c'est l'initiative qu'on avait déjà vue il y a quelques années avec Uber et Hyundai, hein, qui avaient proposé une réservation de taxi volant. Donc, c'est jamais vraiment arrivé, mais il faut voir si ça va sortir en Asie, au Middle East ou autre. La partie hydrogène qui, bien sûr, continue à se développer. Et je l'évoquais il y a quelques instants, le ludique à bord, dans les véhicules, avec de plus en plus de temps pour faire autre chose que conduire le véhicule. Alors, on va partager maintenant deux cas. Tout d'abord, l'entreprise Kia, qui a développé et présenté des choses assez modulaires sur le futur de la mobilité. D'abord, un véhicule un peu comme ça qui peut être utilisé en pop-up store, beaucoup plus de personnalisation à bord en termes de réglage, de contenu, aussi une offre autour du stockage. Et puis, comme le véhicule va être de plus en plus autonome, vous allez avoir la capacité de vous asseoir à 4 comme ça, et donc ça sera une expérience assez innovante. Et puis, l'interconnexion potentielle entre des véhicules et l'infrastructure urbaine. Alors, deuxième cas, c'est Hyundai. Hyundai qui chaque année innove énormément. Vous savez, Hyundai, ils ont quand même racheté Boston Dynamics, vous savez, les robots que vous avez pu voir qui sont dans les usines. Et donc cette année, ils ont présenté un concept de mobilité et de logistique urbaine. On sait que c'est un très grand sujet dans les métropoles, puisque la mobilité associée à la logistique engorge les rues. Et donc, tout type d'innovation qui permettrait de désengorger les rues est plutôt la bienvenue. Donc ça, vous avez un pod autonome qui fonctionne à l'hydrogène, qui du coup va pouvoir véhiculer 8 mini-pods que vous voyez là. Et quand ils arrivent à destination, et les pods s'abaissent et de manière autonome, ils vont pouvoir aller directement en bas de l'adresse livrer les colis. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on peut imaginer le nombre de camions que ça permet de libérer en proposant des livraisons de ce type. Alors, on aborde la deuxième partie qui est la partie Smart City. Les Smart Cities sont en fort développement. Et ce qui est très très important à retenir pour nous ce matin, c'est qu'il y a vraiment 3 grands modèles de Smart City. Vous allez avoir les Smart Cities plutôt à l'américaine, vraiment pilotées par l'AI, avec beaucoup de technologies et d'acteurs américains de la tech qui sont investis sur la ville. Vous allez avoir le modèle chinois qui est très concentré sur la Safe City, sur la reconnaissance faciale et l'identification. Et puis vous avez le modèle européen qui est en cours, n'est-ce pas, qui a une approche assez complexe avec l'intégration évidemment de la RGPD, mais qui permettra dans une vision plus ouverte, on l'espère, plus d'interopérabilité, de travail autour de l'open source et de la transparence. Le 5 mars, on organise notre conférence sur la Smart Mobility et on aura le maire de Copenhague qui intervient justement et qui sont très en avance sur le sujet de Smart City ouverte et inclusive. Alors, les initiatives de Smart City, on les associe souvent en grandes villes. Donc, on voit ici ce que fait Las Vegas sur l'empreinte carbone, l'eau et la pollution sonore. Brisbane sur le trafic, Séoul sur l'inclusion numérique, l'Allemagne sur les déchets. Mais on est obligé de citer une des premières, Saint-Sulpice-la-Forêt, qui est dans la banlieue de Rennes, et qui, dès 2017, a mis en place une démarche de smart metering sur beaucoup de choses, et ce qui a permis de réduire la facture de la ville dans plein de sujets. Donc c'est un bon exemple pour les territoires qui nous écoutent ce matin de se dire que c'est possible, qu'il n'y a pas de taille typique de ville pour démarrer ce type d'initiative et que beaucoup d'accompagnements existent pour pouvoir avancer dans ce sens. Alors,
on passe à la partie plus, on va dire, Green IT, IT for Green, c'est-à-dire quelles sont les innovations qui permettent d'accompagner du coup la lutte contre la crise climatique. Donc vous avez l'AI qui permet par exemple à Orange de détecter les défauts de fonctionnement en zone rurale. Vous allez avoir les bâtiments connectés, vous allez avoir l'énergie, vous allez avoir aussi le smartering sur l'assainissement des réseaux et puis aussi tout ce qui va permettre de modéliser et de comprendre la lutte contre les incendies. Donc vous voyez, aujourd'hui l'AI est utile et utilisable de manière concrète. On n'est plus dans la théorie, on est dans la pratique. Et là, vous avez 5 cas concrets qui montrent que l'AI peut tout à fait impacter et aider nos territoires à se transformer et à transiter. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué quand nous sommes déplacés à l'Expo universelle de Dubaï il y a 2 ans. C'est le fait que les villes nouvelles sont par design beaucoup plus porté sur le développement durable qu'avant. Le concept de Smart City qu'on a pu visiter en Corée du Sud, par exemple, comme Songo, qui est à 2 heures de Séoul, en fait, c'était des villes qui étaient extrêmement connectées, extrêmement carbonées. Et dans les nouvelles villes en cours de développement, ces grandes capitales qu'on voit en développement en Afrique ou au Middle East, eh ben, c'est des villes qui ont vraiment intégré la dimension green au cœur de leur développement et au cœur du projet. Et ça, c'est très important de le souligner. Alors la ville, elle devient de plus en plus intelligente, bien sûr, avec la connectivité 5G, on l'a vu, avec la planification urbaine, avec l'intégration des énergies renouvelables, et puis la réalité augmentée qui permet d'appréhender ce que pourrait être un quartier du futur demain. Donc c'est vraiment 4 leviers qu'on va retrouver assez souvent. Alors, un acronyme un peu nouveau, qui existe depuis maintenant 2-3 ans, c'est IoT. AIoT, c'est la connexion entre l'AI et l'IoT. Et c'est très utile pour mieux comprendre et accompagner l'optimisation du trafic en zone urbaine. C'est très utile pour travailler sur l'optimisation des parkings urbains et suburbains, et puis tout ce qui va être optimisation de la collecte des déchets pour utiliser à bon escient les ressources des villes. Et enfin, pour comprendre la pollution et travailler sur les aspects de sécurité. C'est vraiment des aspects très importants. C'est quelque chose qui va fortement se développer. Il y avait les devices IoT, mais il manquait un peu d'AI. Et là, avec l'accélération de l'AI, la connexion entre les deux, ça peut générer des gisements d'innovation et des gisements de productivité et d'optimisation. Alors, je ne peux pas avancer dans cette présentation sans citer Neom, qui était présent et qui présentait des choses aussi au CES. Alors, Neom, c'est le grand projet en Arabie Saoudite de ville nouvelle. Alors, on n'est pas là pour expliquer pourquoi c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste que nous, on pense en tant qu'analystes qu'il y aura beaucoup d'innovations qui vont être nées de cette initiative. Et ces innovations, peut-être qu'elles donneront des idées ou pourront être récupérés par des villes européennes et françaises. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de consultants français qui bossent sur ce projet. Donc ça sera intéressant de voir dans 2-3 ans qu'est-ce qu'ils auront appris et est-ce que ça sera utile pour nos territoires ou pas. On va basculer sur la partie santé. Chaque année au CES, il y a énormément de startups de la santé. La Silver Economy se développe. Et là, ce qu'on a trouvé vraiment intéressant comme développement, c'est tout ce qui était lié à la télémédecine. La télémédecine, on le sait, ça peut permettre de réduire, on le voit ici, 33 millions de dollars ou d'euros de frais de déplacement liés aux soins de santé. Et aujourd'hui, tout ce qui peut permettre d'avoir les signes de vie, d'avoir des capteurs qui permettraient de mieux suivre, en gros, comment va le patient, eh ben, c'est le bienvenu. Et il y a énormément de startups et de grands groupes qui se positionnent là-dessus. Alors, la vision européenne sur ce sujet est un tout petit peu différente, puisque effectivement, là aussi, dans les logiques un peu RGPD et puis d'accompagnement de la transformation, l'Europe encourage les partenariats entre écosystèmes sur la santé. Donc, on le voit, l'innovation santé, sciences de vie, avec le HIL, le futur hub de santé au Luxembourg, qui sera construit en 2024. Ça va être très intéressant à suivre. La collaboration entre climat et santé, qui a été un des sujets qui a été abordé lors de la dernière COP. Et puis, il y a vraiment des hubs de données maintenant qui se mettent en place au niveau européen, qui seront évidemment connectés aux sujets liés à la santé et à l'accompagnement du coup de la vie des Européens. Alors, on va passer à la deuxième tendance, la partie Smart Industry, autour de 3 leviers, très simplement. D'abord, comment on accélère la neutralité carbone, et puis comment on met en place des opérations au quotidien beaucoup plus résilientes. Autour de la frugalité
autour de l'eau. On sait que le stress hydrique, malheureusement, va continuer à s'accélérer. Alors, ce qui est intéressant quand on discute avec des élus, c'est que tout ce qui est un travail autour de l'eau, c'est vraiment un impact très fort en termes de réduction du coup de la facture des villes, mais c'est un impact politique faible, parce que comme c'est sous terre, les concitoyens ne le voient pas. Mais nous, on l'encourage vraiment. C'est vraiment un sujet qui est extrêmement important, d'autant plus dans les contextes de stress hydrique sur lesquels on s'oriente. Après, vous allez avoir effectivement l'accélération de la décarbonation. J'aurai quelques cas de start-up qui vont aller capter les émissions de carbone à la sortie d'usine et les retraiter. Donc ça, c'est une bonne nouvelle et c'est très positif. Et enfin, le pivot vers la circularité. Là aussi, bien plus de startups se sont positionnées cette année sur le sujet et c'est un signe, c'est vraiment des signaux faibles encourageants sur la suite. Alors, en termes de jumeaux numériques, qui est un peu le double de la ville ou des territoires qu'on voit émerger, lui aussi, c'est une bonne nouvelle. Il est en fort développement, mais on le voit, il est vraiment autour de 4 industries sur la construction. Dans les entretiens qu'on avait pu mener quand on était allé à Singapour, et ben, à Singapour, on ne peut pas construire un immeuble si on ne fait pas son jumeau numérique et qu'on n'est pas capable de présenter l'impact dans la mobilité du matin, tous les jours, dans la mobilité quotidienne, qu'est-ce que ça veut dire, ainsi de suite. Donc le jumeau numérique, aujourd'hui, il est très utilisé. L'industrie, l'énergie et les transports, c'est vraiment les 4 premiers leviers qui utilisent le jumeau numérique. Alors, c'est ce que j'évoquais au début, Tech for Good. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a eu pas mal de développement. Vous le voyez ici, un certain nombre de startups que je présenterai et qui sont vraiment autour de la deep tech et du green IT. Et ça, c'est vraiment encourageant pour la suite. Alors, on va démarrer par ça. Je l'évoquais il y a quelques instants. Donc, vous voyez à gauche, Revco, donc une startup française. Donc, ils vont en gros se connecter effectivement directement sur les lieux de production de carbone et ils vont aller le capturer pour derrière permettre sa réutilisation et son stockage. Vous avez à droite Biomintech, donc là c'est des systèmes de purification d'air. Ça, je pense qu'en termes de signaux faibles, c'est la première année au CES où il y a eu autant de startups autour du traitement de l'air. Okay, donc l'eau, ça avait déjà démarré il y a 3 ans, et là on en parle pas mal, mais le traitement de la qualité de l'air, pour nous, c'est vraiment une tendance qui va émerger. Et dans un an, on sera sûrement là pour vous présenter les startups de l'air qui sont développées. Il y a aussi tout ce qui est lié effectivement à l'utilisation des biotechnologies pour essayer d'utiliser la nature pour purifier l'air. Et puis, l'autre sujet, c'est l'eau. Et donc, dans le cadre du traitement de l'eau, j'ai déjà bien évoqué, mais il y a eu beaucoup d'initiatives. L'AI arrive, la 5G, la gestion, l'intelligence des actifs. Donc, c'est beaucoup d'assets qui permettent de mieux optimiser l'eau. Et dans ce contexte, 3 startups qu'on a retenues cette année, parmi toutes celles qui étaient présentées. Donc, un purificateur par électrolyse, un système de recyclage décentralisé. Donc, vous voyez, c'est des petites centrales du coup de recyclage. C'est pas des grosses usines, c'est ça qui est intéressant. Des systèmes de purification d'air pour les bâtiments aussi. Donc, c'est vraiment en train de se développer. Là, potentiellement, il y a un levier de croissance et d'investissement à l'avenir. Sur la partie green energy, donc on est toujours autour des 4 sujets, efficacité, sobriété, nucléaire bien utilisé et ENR. Ce qu'on note, c'est qu'effectivement, on a un avenir qui est intéressant puisque 25% des matériaux utilisent du graphène pourront réduire 25% de l'empreinte carbone des batteries. Donc ça, c'est vraiment des chiffres qui sont intéressants à suivre et qui sont en plein développement. Alors, on s'arrête sur cette éolienne turque qu'on a trouvée intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est sur un axe horizontal. Elle est assez facile d'utilisation. Au niveau local, en Turquie, ils proposent l'installation gratuite directement. Et c'est quelque chose, en termes de paysage, qui impacte moins le paysage que les éoliennes qu'on connaît. Et donc, pour des producteurs dans un milieu agricole, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Alors là aussi, ça s'est beaucoup développé cette année au CES. Ce sont tout ce qui est lié aux panneaux solaires. On sait chaque année, la capacité de captation de l'énergie solaire des panneaux augmente. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, leur coût baisse. On n'a malheureusement encore pas assez d'acteurs français sur le sujet. C'est beaucoup des acteurs internationaux et asiatiques. Mais en tout cas, on le voit, le développement est vraiment fort et donc c'était quand même important de souligner que de plus en plus de startups et du coup de fonds d'investissement et de grands groupes qui investissent ce sujet. Alors là, ça a été un peu notre coup de cœur, je vous l'avoue. C'est la récupération des ondes et des vibrations pour la transformer en énergie. En gros, ici, on utilise le bruit
et l'onde qui est formée par le bruit, et on met en place des panneaux, un peu comme des panneaux solaires, mais c'est à trous, et ça va capter les ondes du son, et ça va transformer le son en énergie. Et donc, c'est une boîte hollandaise et qui est assez intéressante à suivre. On a échangé pas mal avec eux. C'est une nouvelle énergie dont on ne parlait pas du tout. Et je pense que ça va se développer parce que déjà sur Viatech, on avait une start-up qui était aussi sur la captation du son pour la transformer en énergie. Donc là, vous avez un levier intéressant. On vous enverra le lien vers le website et la vidéo YouTube pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Mais c'est des pistes de développement qui sont intéressantes à suivre. La dernière partie de mon intervention, c'est sur un sujet malheureusement qui est de plus en plus prépondérant, avec la hausse très forte des attaques cyber, à la fois sur les territoires et les grandes organisations. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est que, juste en introduction, avant de parler cyber, je voulais juste évoquer effectivement le sujet de la deep tech. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand on parlait du fait qu'il y avait moins de startups françaises qui étaient au CES. Il y a moins de startups françaises au CES, mais ces startups qui ont des technologies plus avancées, des technologies beaucoup plus liées à l'AI et du coup à des recherches assez intéressantes, et on le voit, autour de la space tech, autour de l'énergie, autour des semi-conducteurs, autour du transport, du quantum qui se développe, et de l'AI. Et donc la deep tech, la hausse très forte des investissements dans la deep tech montre qu'on est quand même sur une tendance de fond. La seule difficulté, c'est que qui dit deep tech dit recherche longue et dit sortie de produits un peu plus longue que des startups qui sont sur des services ou des marketplaces par exemple. Oui. Donc c'est des sujets qu'on suit et on espère l'année prochaine avoir encore plus de cas de startups deep tech qui présenteraient des cas au CES. Donc on en revient un peu à l'AI et on le voit, l'AI, je pense que vous le voyez dans vos quotidiens, il est intégré vraiment dans beaucoup d'utilisations. Je n'ai pas cité les 18, mais aujourd'hui, c'est un phénomène qui intègre un peu tous les leviers de l'économie. Et aujourd'hui, dans les grandes organisations avec qui on collabore, au Web Institute, on voit qu'en fait, ils réfléchissent, ils font des réunions tous les 3 mois, la plupart des entretiens qu'on a pu mener, sur comment l'AI avance et qu'est-ce que ça a comme impact au niveau de leur projet, au niveau du management et au niveau de leur développement produit. Et donc, je vous encourage vivement à suivre ces évolutions et à pouvoir avoir le temps de recul qu'il faut pour pouvoir adapter vos stratégies et vos investissements dans ce contexte du fort développement de l'AI. L'AI, il est partout, donc au CES, il y était aussi, bien sûr. Donc on le voit, des ordinateurs portables spectre alimentés par l'AI, donc c'était sur la partie Smart Industry. Vous aviez ces miroirs intelligents qui permettaient de reconnaître les traits de votre visage pour vous donner une analyse de votre santé. Il était aussi utilisé, on le voit, par Mercedes, avec un assistant virtuel. Il était aussi utilisé en utilisant par exemple les tendances que les gens partagent sur les réseaux pour, par exemple, pour recommander et designer des nouvelles collections basées sur les comportements et sur le partage et les attentes des consommateurs. Donc c'est intéressant pour la partie mode. Évidemment, la partie maison connectée avec assistant domestique, c'est quelque chose qui est très présent au CES chaque année. On n'a pas trop développé ici, mais l'AI maintenant a tout son sens. Ces robots étaient existants, mais ils n'étaient pas très intelligents. Et maintenant, ils deviennent intelligents. Et donc, les interactions naissantes vont être intéressantes à suivre. On verra dans un an quels usages ont été faits de la connexion entre du hardware en mode robot et de l'AI en mode software. Et puis derrière, la nouvelle technologie, NVIDIA, qui est un peu le leader des cartes 3D qui permettent de générer de l'AI. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et il y aura, à mon avis, beaucoup d'annonces. Si on voit OpenAI, il y a beaucoup apparemment de projets hardware qui arrivent sur l'AI. Sur la 5G, juste un petit rappel pour vous dire que la vraie 5G n'est toujours pas arrivée. Aujourd'hui, la 5G que vous utilisez, elle se base sur des antennes 4G qui ont été un peu pimpées et augmentées. Mais les vraies antennes pour avoir ce qu'on appelle la 5G standalone peinent à arriver. Ça demande beaucoup d'investissement. Et donc, on est assez en retard par rapport à d'autres pays, nous en France, sur la couverture de la 5G standalone et donc en termes d'usage et de développement possible. Donc, on verra cette année si le développement de la 5G standalone arrive vraiment.
On finit par la cybersécurité, et je l'évoquais, qui est très important. Alors, on a une explosion malheureusement du phishing. Beaucoup de collectivités, beaucoup de TI sont attaqués. Je vous partage juste le fait qu'il y a un programme du Cybercampus qui a été proposé, qui permet d'accompagner gratuitement certaines PME et autres. Et donc, c'est vraiment un sujet aujourd'hui prépondérant. Ça nécessite clairement des investissements, mais la perte de données ou l'incapacité d'utiliser l'outil de travail est bien plus importante en termes de perte de valeur que l'investissement dans la cyber. Donc on le voit, les principales méthodes des pirates restent la même. Ils récupèrent les identifiants, c'est une option 1. Ils font du phishing, option 2, en envoyant des emails et autres. Et puis en option 3, ils exploitent les vulnérabilités. On est dans une année un peu spéciale, une année olympique. Et effectivement, beaucoup d'organisations, beaucoup de collectivités, d'établissements de santé se préparent à lutter contre les cyberattaques qui vont augmenter cette année. Les stratégies élaborées en termes de cybersécurité, il y en a 8. Il y a tout ce qui est IA générative et les courriels, très attention. Authentification, effectivement, sans mot de passe. Donc ça, c'est déjà ce qui est disponible avec la reconnaissance tactile ou de l'œil. La collaboration, effectivement, entre top management, l'identification des identités, ce que je disais, la réglementation, la sécurité des tiers, les assurances cyber. Donc, on échange avec des AXA ou d'autres. Ils sont tous en train de développer des assurances cyber, à la fois pour le public et le secteur privé. Et enfin, des outils de sécurité proactifs qui passent leur temps à essayer d'identifier les attaques qui pourraient intervenir. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. C'était une année riche avec des tendances qui se confirment autour de la mobilité, de l'AI et aussi toute la partie développement durable. Et avec plaisir pour contribuer dans le cadre des échanges du panel. Merci à vous en tout cas. Merci Vincent pour ce très riche tour d'horizon des tendances du CES. Je n'ai pas vraiment noté moi d'innovation de rupture, mais vous l'avez dit, on s'inscrit surtout sur des tendances de fond. En tous les cas, ce sont des innovations qui, par leur application, marqueront certainement de grands changements dans les territoires. J'ai en tête des avancées que vous avez présentées, notamment la télémédecine, la IoT, qui semble être super intéressant. Et bon, je voudrais surtout, moi, faire réagir les yeux avisés de nos experts, parce qu'on a convié pour cette deuxième partie des experts, nos partenaires, que je vais présenter tout de suite, pour les faire réagir par rapport à cette présentation. Donc, on a Jean-Pierre Ramoul de French Tech Alpes Grenoble, Jean-François Guilbon de Bordeaux Techno-Ouest, Marion Appert de Paris Senco, qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur place, et Frédéric Guilleux de Rétis, qui vont nous aider à décrypter un petit peu et commenter cette actualité. J'avais déjà une première question, en tout cas pour eux. Après avoir visionné donc, votre déroulé, peut-être Jean-François Guilbon, quelles sont pour vous les tendances phares, les coups de cœur que vous avez pu retenir de cette présentation ? Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend très bien. Oui, bonjour. Merci beaucoup Vincent pour la présentation très exhaustive des tendances du CES. Voilà, donc moi je m'occupe de la partie accompagnement à Bordeaux Techno-Ouest. On est une technopole, on accompagne 85 startups financées par les collectivités et partenaires industriels. Et évidemment, l'innovation est au cœur de notre sujet. Petite remarque pertinente de Vincent sur l'édition 2024, nous, chaque année, on accompagne avec la métropole, la French Tech Bordeaux et la région Nouvelle-Aquitaine, on accompagne une délégation. Et comme l'a justement rappelé Vincent, cette année, c'était un petit peu moins, je dirais, la délégation était moindre. Il y avait à peu près 22 startups contre 35 l'année précédente. En revanche, comme vous l'avez souligné, des startups beaucoup plus matures. La mobilité, pour moi, est toujours d'actualité. On a vu que c'était un thème récurrent désormais depuis 2019. Et pour reprendre, je dirais, une formule de rhétorique à la mode initiée par le général de Gaulle, c'est pas l'Europe, là c'est l'IA, et on la retrouve à toutes les sauces. Et pour moi, c'est vraiment la confirmation, je dirais, d'une tendance de fond qui va bouleverser, je dirais, les territoires, les relations avec les usagers des territoires également. Un petit mot peut-être, Frédéric Guilleux, sur vos tendances phares également ?
Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, oui, effectivement, on était au CES depuis 2016. En fait, on conduit des délégations dans le cadre du dispositif que met en place la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et effectivement, j'interviens au nom de l'association Retis, dont Techno-Ouest fait très largement partie. Pour moi, en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que le Technopole de l'Arbois est un technopole uniquement dédié à l'environnement. Et que nous, on a conduit la première délégation en 2016 du territoire régional au CES. Et quand on est parti là-bas, on nous a dit, mais qu'est-ce que vous allez y faire? Vous êtes des environnementalistes, vous êtes certes des technologies super pour la protection de l'environnement, mais le CES, c'est tout ce qui est électronique, c'est tout ce qui est des sujets digitaux. Et en fait, petit à petit, et année après année, on s'aperçoit, et je pense que Vincent l'a très très bien monté sur son exposé, que les tendances autour de la protection de la planète sont des tendances qui ne sont plus émergentes, mais qui s'affirment de plus en plus sur le CES, que ce soit sur ces sujets liés à l'eau, que ce soit sur ces sujets liés à la Smart City, Human Security for All, c'est aussi une des thématiques très, très fortes. Et effectivement, l'IA et toutes les technologies viennent appuyer ce qui fait que demain, sur cette planète, on sera encore présent. Donc, c'est vrai qu'on a pu remarquer, le CES, vous le savez, hein, c'est quasiment le deuxième, voire le premier salon de l'auto international, peut-être après Paris ou équivalent à Paris. Et on voit de plus en plus que la mobilité prend un enjeu très fort sur ces espaces-là, mais pas que, puisque à travers pas mal de délégations que l'on voit autour de grandes villes des territoires, les sujets liés à la raréfaction de l'eau, à l'efficacité énergétique sur les territoires, à la qualité de l'air, Vincent l'a très très bien dit, et notamment a cité une société qui s'appelle Biomitech. Moi, j'ai vécu ce moment sur le stand parce qu'il se passe au CES des choses absolument magiques qui ne se passent pas ailleurs. Il y a la 4e fortune du Mexique qui est propriétaire de tous les mines d'argent en fait, au Mexique, qui a débarqué sur le stand de Biomitech, qui a dit « mais moi, votre technologie, je la trouve excellente et je ne reparaîtrai pas des États-Unis sans avoir amassé dans votre boîte. » Wow. Donc ça, c'est des gens qu'on n'arrive jamais à accéder, c'est-à-dire on s'arrête peut-être au rez-de-chaussée du building et on ne va jamais au dernier étage. Et là, c'est le dernier étage qui vient vous voir directement. Donc ça transforme, je dis toujours qu'on passe de l'ombre à la lumière et il y a plein d'histoires comme ça qu'on pourrait raconter. Je poursuis avec vous, Frédéric. On voit bien hein, que vous parlez de l'ombre à la lumière. J'aimerais recentrer un petit peu sur les collectivités. Qu'est-ce qu'une collectivité peut attendre d'un événement comme le CES ? La collectivité, je pense qu'elle a 2 rôles dans un CES, c'est de promouvoir effectivement les pépites de son territoire. Elle y va avant tout pour ça et elle y va de façon collective, que ce soit au niveau de la métropole ou des métropoles ou des régions qui fédèrent sur l'espace France les pépites françaises. Donc, elle y va pour promouvoir vraiment ces pépites. Et en même temps, le rôle est de dire, regardez à quel point on a des trésors en France, on est extrêmement bon pour développer des innovations. C'est aussi le reflet, l'image de la France. C'est-à-dire que quand on était en 2016 et où Emmanuel Macron avait lancé vraiment la dynamique French Tech au CES, on était vraiment ce qu'il a appelé la startup nation, quoi. Là, d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, la tendance du CES montre qu'on est de plus en plus la France, la clean tech nation, puisque le mot clean tech, c'est le synonyme de green tech que l'on peut avoir. Et vraiment, les collectivités, elles peuvent venir sourcer des innovations qui, notamment à travers les marchés publics innovants, peuvent s'appliquer sur les territoires. On a parlé de la qualité de l'air, par exemple, qui est un enjeu majeur, la mobilité, notamment pour les ZFE. On peut parler d'aménagement durable avec une prise en compte. Il y avait pas mal de boîtes qui, bizarrement, étaient là pour exposer des sujets autour de la biodiversité, la prise en compte de la biodiversité dans l'aménagement et l'aide à la décision des aménageurs. Et tout ça, alors je ne dis pas que ça va révolutionner complètement le CES et que le CES va être complètement vert, mais quelque part, c'est une tendance que l'on retrouve notamment aussi de plus en plus sur Vivatech. Très bien, merci bien. Alors, vous l'avez dit, donc, on est dans l'innovation, on a parlé des startups. Je vais faire un pas de côté pour me tourner du coup vers mes collègues de Paris Senco, mais également vers vous, Vincent. J'aimerais savoir, moi, rentrer un petit peu plus dans le quotidien d'organismes comme le vôtre. Quand on a des salons comme ça, comment vous faites le lien justement dans vos activités au quotidien avec les collectivités ? Est-ce que vous avez des grands facteurs clés de succès
quel rôle vous jouez dans ce lien avec les collectivités et les startups? Enchanté Marion. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre invitation. Donc, je suis Marion Appert, je travaille au sein de Paris Senco, qui est l'agence de développement économique et d'innovation à l'échelle de Paris et du Grand Paris. Et au sein de cette agence, je pilote le pôle dédié aux enjeux de la ville durable. Donc je suis très heureuse de tout ce que j'ai entendu, de voir que la technologie est au service de cette ville plus durable. Effectivement, nous, on a un enjeu d'accompagner au mieux les collectivités, les territoires. Et pour cela, on essaye d'accompagner des entreprises qui sont innovantes, des startups, mais pas que, pour renforcer l'attractivité des territoires qu'on accompagne, que ce soit à l'échelle de Paris ou du Grand Paris. Et puis, on va essayer aussi de chercher et d'offrir les meilleures solutions pour renforcer la performance et l'impact sur ces territoires. Donc pour cela, on a la chance de disposer d'un riche écosystème qu'on a constitué depuis 2010, donc ça commence à faire un certain nombre d'années. On dispose d'un certain nombre d'incubateurs qui vont être sur différentes thématiques, notamment la ville durable, mais aussi le sport, la culture numérique. Voilà, on a tout un ensemble de secteurs. On a également un dispositif qui est assez insolite, qui est dédié à l'expérimentation urbaine. C'est-à-dire comment on va essayer, en fonction des enjeux des territoires, d'accompagner le test de solutions qui sont innovantes et qui vont avoir besoin de se frotter un peu à la réalité du terrain et à collaborer avec justement les collectivités pour voir si ces solutions, elles marchent ou pas. Alors la façon de décliner ces expérimentations urbaines, ça peut être thématique. Typiquement, la ville de Paris nous a demandé il y a quelques années de travailler sur les enjeux de la qualité de l'air. On se rendait compte qu'il y avait de plus en plus de capteurs qui sortaient, mais on ne savait pas si le marché était vraiment mature et si les capteurs fonctionnaient. Donc on a fait tout un ensemble de déploiements et ensuite on les a évalués pour se dire, voilà, est-ce qu'il faut vraiment s'emparer de ces technologies? Si oui, comment? Quels sont les enjeux d'acceptabilité, mais aussi de, tout simplement de formation des agents pour qu'ils puissent s'en saisir et traiter les datas. Voilà. Et tout ça, ça a été possible grâce à la coopération publique-privée avec ces acteurs qui proposaient des solutions. On a également travaillé sur la logistique urbaine durable. Donc pareil, il y a eu plein d'enjeux sur comment on suit les flux, comment on stocke les matériaux, comment on articule tout ça. Et c'était super enrichissant et c'est un sujet qui continue de percer évidemment. On a également une autre approche qui est connue par le Hub des territoires, c'est les quartiers d'innovation. C'est l'idée de travailler sur un quartier qui va être un démonstrateur, d'analyser les besoins de ce quartier, notamment avec les élus, et puis de sélectionner des projets sur les thématiques phares de ces quartiers. Donc aujourd'hui, on accompagne 2 quartiers à Paris, un dans le 13e arrondissement où on est, donc quartier Paris-Rive-Gauche, un dans le 18e arrondissement, et puis 4 autres à l'échelle de la métropole du Grand Paris, qui sont Aulnay-sous-Bois, Meudon, Noisy-le-Grand, et puis Sceaux. Chacun ont des thématiques spécifiques à traiter, et nous, on va aller chercher les porteurs de projets qui peuvent y répondre. Ça peut être des startups, mais ça peut être aussi des grandes entreprises, ça peut être des acteurs plutôt tournés vers l'économie sociale et solidaire, donc plutôt low-tech. Et nous, notre enjeu, c'est vraiment voilà, de monter des consortiums pour répondre au mieux à ces sujets. Tout ça est évalué parce qu'on aime bien le côté démonstrateur, évidemment, mais on aime bien aussi avoir des résultats concrets. On a envie de faire perdre du temps à personne. Donc on part du postulat que ces tests, c'est pour aussi se donner le droit à l'erreur et savoir ensuite s'il faut miser sur une solution et favoriser le changement d'échelle. Et enfin, on a certaines collectivités qui viennent nous voir en nous disant j'ai un défi très spécifique. Je vous prends l'exemple de la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle-de-Seine qui nous a dit j'ai un enjeu de dépolluer la Seine. Est-ce qu'on peut travailler ensemble, notamment avec les étudiants qui sont dans une école de design sur le territoire? Est-ce qu'on peut faire un hackathon et ensuite sélectionner les meilleures solutions et les tester? Donc voilà, il y a plein de déclinaisons possibles, mais l'intérêt, c'est de stimuler un écosystème, d'accélérer les rencontres, de favoriser le test et puis surtout de tirer des conclusions. Très bien, merci. Votre démarche explique peut-être pourquoi on a moins de startups françaises dans des événements comme le CES. Vincent, de votre côté, vous, les collectivités, vous les embarquez de quelle manière plus précisément ?
En fait, nous, on partage beaucoup d'insights toute l'année, hein, en tant que think tank. On est là pour vraiment leur partager les bonnes pratiques qu'on voit et qu'on observe, à la fois en France et surtout à l'international. C'est ça qui est intéressant avec, comme je l'évoquais un peu au début, le fait que non, toutes les innovations mondiales ne vont pas arriver en Europe et en France. À nous et aux collectivités aussi de choisir ce qui a du sens. Ce qui a du sens pour les concitoyens, ce qui a du sens pour nos territoires, aussi pour qu'ils gardent leur identité et en même temps qu'ils se modernisent et qui accélèrent leur transition. C'est ce que vous évoquez. Et donc c'est super intéressant. D'ailleurs, vous avez mentionné la partie low-tech, qui est en fort développement. C'est vrai qu'au CES, comme c'est plutôt high-tech, on ne voit pas trop de low-tech, mais c'est vraiment un des leviers sur lesquels je pense qu'il y aura pas mal de développement. Voilà, la notion de frugalité, voilà. Et donc, dans mon intervention tout à l'heure, par exemple, les petites bornes qui permettaient de rendre potable l'eau, des choses comme ça, les micros, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se développent pour nos territoires et qui permettent à un échelon très local d'innover. Vous anticipez un petit peu ma question suivante. Je voulais justement parler un peu de sens, puisqu'on l'a évoqué en introduction. On a Gary Shapiro, donc le PDG du CES, qui a souligné le rôle essentiel de la technologie dans l'amélioration de l'expérience humaine. Le maître mot de cette édition a donc été de donner du sens à la technologie. Est-ce qu'on n'est pas... Je trouve qu'on n'est pas vraiment crédible lorsqu'on porte ce type de discours dans un milieu, enfin dans un endroit qui prône un peu le tout technologique. Et bon, je vais peut-être plutôt commencer par Jean-Pierre Hamoul et donner ensuite la parole à Marion pour répondre à cette question. Jean-Pierre Hamoul. Bonjour à tous. Ouais. Bonjour. Effectivement, c'est vrai que ça peut paraître antinomique de prôner ce discours-là au CES, qui est, on va dire, historiquement quand même le salon de la consommation électronique notamment. Pour autant, c'est un salon, je pense, qui doit être abordé comme un salon de la prospective. On a beaucoup parlé de technologie, de tendance. Donc effectivement, pour les territoires notamment, c'est hyper important. Et le travail qui est fait ce matin de restitution notamment va complètement dans ce sens-là, de donner de l'information finalement et de la partager de manière condensée. Donc c'est très bien. Il faut, je pense, garder en tête que c'est avant tout de la prospective quand même. Hein, c'est, je pense, le maître mot. On est à la fois sur un salon qui va présenter du gadget, entre guillemets, c'est-à-dire ce que j'appelle du gadget, c'est des composants, enfin voilà, c'est le salon historiquement qui a fait rentrer la télévision dans les foyers américains, par exemple. Donc c'est ce genre de techno qu'on retrouve aussi, on n'en parle pas trop dans la restitution, parce que c'est pas forcément ce qui intéresse les territoires, mais quand on parle du nombre d'exposants, il y en a quand même un certain nombre qui sont dans ce domaine-là. Pour autant, je pense qu'effectivement, c'est un petit peu, ça peut paraître antinomique, mais pardon, il faut, je pense, considérer que les solutions et les réponses, en tout cas aux besoins des territoires ou aux problématiques des territoires, se trouveront pas forcément, en tout cas pas clé en main dans un salon à Las Vegas, mais plutôt auprès des entrepreneurs et des startups de leur territoire. Et c'est là où effectivement les dispositifs dont on a parlé jusqu'à maintenant, ceux de chez Paris Co par exemple, ou ceux qu'on peut porter également sur les territoires via French Tech et French Tech Alp notamment, sont un levier et permettent pour le coup de donner du sens à toutes ces technologies, de les décrypter, de les rendre viables et activables en fait, et faire matcher les besoins des territoires avec les solutions technologiques qui restent des technos en tant que telles et parfois un peu des boîtes noires. J'ai vu passer un ou deux commentaires ou questions dans ce sens-là sur le chat. Oui. Et voilà, et le rôle de nos associations ou de nos initiatives respectives, c'est justement d'arriver à démystifier un petit peu ça, ouvrir les boîtes noires et à traduire un petit peu tout ça, notamment pour les territoires. Je vous remercie. Peut-être sur la question du sens, si vous voulez intervenir. C'est vrai que dans la mission du Institute, nous, on connecte les territoires à l'innovation. Mais il y a beaucoup d'innovations. Donc, quelles innovations ont du sens pour vraiment accompagner le quotidien et l'évolution du quotidien des Français. Et en fait, c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a un torrent d'innovation. Et en fait, à la fin, il faut être pragmatique et se dire, mais qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui est finançable? Qu'est-ce qui va être utilisé pendant des années? On est sur des sujets d'infrastructure quand même. On n'est pas sur du gadget, vous voyez.
Et donc la notion de sens, elle est vraiment prépondérante aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a des espaces d'exposition, de prospective où on peut voir tout ce qui est produit. Et souvent, nous, on vient nous voir en nous disant est-ce que vous êtes pour ou contre la technologie ? En fait, c'est pas vraiment le sujet. Notre sujet, c'est de répondre aux enjeux des collectivités qui ont quand même chevillé au corps le fait de servir le bien commun, répondre aux attentes de leurs administrés. Et nous, on va essayer de trouver les meilleurs moyens pour le faire. Ça peut être technologique et ça peut être low-tech, par exemple. Donc on va vraiment s'attacher à trouver des solutions qui sont adaptées aux différentes problématiques qui sont rencontrées. Et on n'est pas forcément contre la technologie. Au contraire, il y a plein de vertus. Avoir des infrastructures qui fonctionnent, répondre aux attentes des citoyens, mieux gérer les flux de déchets, mieux gérer les flux de chantier, mieux gérer la qualité de l'air. Enfin, je ne vais pas toutes les faire, mais la technologie peut être bien sûr très utile. Après, évidemment, on s'inscrit dans un contexte qui est de raréfaction des ressources. Il y a des enjeux de maintenance, de coûts, de construire des infrastructures et des services avec moins de ressources. Et ça, c'est notre rôle aussi de le rappeler. Donc, on va être plutôt des outils d'aide à la décision, d'abord en posant les bonnes questions et ensuite en testant les solutions. Et c'est aussi notre rôle de rappeler les prérequis. Quand on va déployer des solutions avec une dimension technologique, ça va être de réfléchir à l'impact sur la santé. Donc, essayer de l'évaluer en amont. Sécuriser les données, s'assurer du respect des libertés individuelles et s'interroger sur le coût d'exploitation et d'entretien. Et puis aussi, ça c'est vraiment l'expérience qui parle, on a accompagné beaucoup de startups qui proposaient des solutions avec une interface digitale, par exemple optimiser la mobilité au sein d'une collectivité ou même faire de la prédiction. Mais on se rendait compte que les agents n'arrivaient pas forcément à se servir des interfaces qui étaient proposées ou de comprendre toutes les datas qui étaient mises à disposition parce que celles-ci n'étaient pas forcément lisibles. Donc c'est aussi notre rôle de rappeler aux entrepreneurs et aux porteurs de solutions qu'il faut vraiment être capable de s'adapter au public et de proposer des solutions qui soient facilement appropriables. Donc voilà, pour conclure, je dirais que non, ce n'est pas antinomique. En revanche, ça demande un vrai travail de préanalyse, d'évaluation et d'accompagnement aussi au déploiement de ces solutions pour qu'elles soient vraiment utiles et pas juste consommatrices de ressources. Merci bien. J'aurais presque... Ah, il y a quelques questions. Je vous en prie. Bonjour, moi j'ai une question qui s'adresse au Hub Institute. Ça fait plusieurs années finalement que vous allez au CES de Las Vegas et je voulais savoir si vous vous y étiez déjà trompé, c'est-à-dire si vous aviez, il y a quelques années, pas senti, prédit qu'une technologie, qu'une solution allait connaître un boom incroyable et que finalement ça a fait pchit. Et si oui, laquelle ? Donc je vais vous répondre directement. Alors ce qui est très intéressant dans l'analyse du CES, c'est pas telle ou telle start-up, c'est la densité de start-up sur un sujet. Et donc comme ils exposent et ils s'organisent sous forme un peu de marketplace, donc il est sûr qu'en 2016 ou en 2017, quand on avait la moitié d'un hall sur l'impression 3D, on aurait pu se dire c'est le futur de l'humanité, tout le monde va imprimer chez soi ses couverts, ses assiettes et les jouets des gamins. Bon dommage, ça a complètement disparu. Donc ça c'est un exemple. Là où effectivement nous on y a beaucoup cru et malheureusement c'est pas encore développé, c'est sur tout ce qui va permettre de maintenir à domicile les personnes âgées via l'IoT, des objets connectés, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup d'investissements de la Poste en France sur ce sujet. Il y a beaucoup de technologie qui est disponible. Mais malheureusement, le marché ne s'est pas du tout développé à ce stade comme on l'attendait. Alors que nous, on reste, d'un point de vue militant, un peu sur le sujet et on suit bien sûr les innovations et les nouveaux acteurs. Mais pour l'instant, le marché ne répond pas. D'autres questions dans le chat, sans doute pour vous aussi, Vincent. Est-ce que les technologies liées à la captation du carbone, air extérieur et intérieur, vous semblent-elles bien avancées ou sont-elles en devenir ? Là, je travaille sur mon 5e livre, qui sera sur la transformation IA Impact Orga. Et dans le cadre de mes entretiens avec les Chief Impact Officers, justement, très CAC 40, ils mentionnent la notion de qualité de l'air comme un sujet d'investissement pour les années qui arrivent,
à la fois dans les bureaux, mais aussi dans les points de vente. Oui. Et donc après, on arrive aussi au domicile. Et donc effectivement, il est fort à parier qu'il va y avoir un niveau d'équipement qui va se développer là-dessus. La technologie existe déjà, mais le problème, c'est que les carbonations et puis le niveau de qualité de l'air continue à chuter. Donc c'est un vrai levier de santé publique avec l'eau qu'on a pu présenter tout à l'heure. Voilà. Et il y a un très faible taux d'équipement aujourd'hui sur le sujet. Et dans les 2-3 années qui arrivent, je pense que ça va beaucoup se développer. Merci. Et une dernière question dans le chat. Est-ce que les éléments sociaux sont-ils suffisamment pris en compte dans l'analyse de ce qui fait sens ou pas? Il y a deux choses. Il y a le pouvoir d'achat avec les sujets d'inflation. Et il est évident que dans les technologies qui ont été présentées, vous voyez assez peu la notion de prix. Vous voyez de prix d'accès à un service ou le prix d'acquisition d'une solution hardware. Et effectivement, dans le contexte qu'on connaît, c'est pour ça que c'était intéressant que vous mentionniez low-tech tout à l'heure, parce que les sujets de financement, que ce soit au niveau des consommateurs, au niveau des éditeurs, c'est un peu la même. On est dans une logique de frugalité. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on chasse, c'est l'innovation qui permet de maintenir à la fois la qualité de vie des concitoyens et leur pouvoir d'achat. Et c'est ça ce sur quoi on va focus les prochains mois. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la philosophie low-tech, on va s'attacher à la fois au plafond environnemental, c'est-à-dire pas consommer trop de ressources, mais aussi au plafond économique, c'est-à-dire est-ce que ma solution, elle est facilement accessible, est-ce qu'elle est robuste ou est-ce qu'il va falloir tout le temps réinvestir pour qu'elle tienne. Et donc, voilà, ça me semble important, effectivement, de dire qu'une solution, il faut regarder quel est son impact en termes environnementaux, mais aussi en termes économiques. Je vous remercie tous. J'aurais peut-être une dernière question. Je vais vous demander un petit mot pour conclure, en un mot pour vous, cette présentation. Ah, je vois qu'il y a une autre question dans le chat. Alors, attendez. Ouais. On va prendre cette dernière question. Que pensez-vous de la qualité des analyses des technos et des boîtes qui les portent? Je crois que c'est un peu large comme question et je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour pouvoir y répondre. Je vais peut-être proposer de conclure à chacun d'entre vous, chacun des participants. Si effectivement, en un mot, vous pouvez me donner votre sentiment sur cette présentation. On va peut-être commencer sur ce plateau. C'était très intéressant d'échanger avec tous ces acteurs, voilà, à la fois l'accompagnement des territoires, de la tech, et on le voit, nos régions ont du talent. On l'a encore vu ce matin, avec des initiatives partout. L'innovation, elle est vraiment sur l'ensemble des territoires. Je pense que c'est aussi important de le rappeler, quoi. De mon côté, je trouve ça vraiment très stimulant de voir toutes ces connexions et cette capacité à la fois à avoir de la prospective, mais de l'application directe sur les territoires. Et je suis plutôt optimiste. Je pense qu'on peut sortir de l'innovation gadget pour aller vers une innovation qui a du sens et qui est vraiment adaptée aux problématiques des territoires. Merci bien. Frédéric ? Ouais, je suis complètement d'accord avec cette histoire de tech gadget qui va faire du sens pour les citoyens. Et je pense que globalement, ce qu'on peut aussi retenir du CES 2024, c'est que le CES 2025 devrait être encore plus grandiose et confirmer vraiment ces tendances de durabilité. Merci. Je vous en prie, Jean-Pierre, vous pouvez enchaîner. Je rejoins ce qui a été dit. Effectivement, c'est un échange qui a été très, très intéressant, très stimulant, une belle densité d'informations et d'échanges. En conclusion, le petit mot que je me permettrais de dire, c'est n'hésitez pas, en tant que territoire, à vous rapprocher des French Tech, notamment locales. Il y en a un petit peu sur tous les territoires. Et c'est des associations ou des initiatives qui vous permettront justement, comme on disait tout à l'heure, d'ouvrir un peu les boîtes noires et de vous aider à comprendre un petit peu les enjeux et les solutions et comment on les applique réellement avec les entrepreneurs et les startups de votre territoire. Et ça, c'est vraiment important, je pense. Merci bien. Et pour finir, Jean-François Guilbon, s'il est encore avec nous. Oui, encore là. Merci. Donc, je rebondirai sur ce que vient de dire Jean-Pierre.
Donc les acteurs du territoire, vous avez des interlocuteurs. Les mises en réseau font partie de notre job avec les industriels, grands groupes, mais également les collectivités, les acteurs, je dirais, du territoire. Et pour revenir sur le leitmotiv de l'IA au CES, il est déjà en œuvre dans les territoires, dans les nôtres. Hein, je pense à Frédéric et Jean-Pierre. Je pourrais vous citer l'IA sur la santé chez nous, avec un déploiement d'algorithmes d'IA sur les images scan IRM. Un gros sujet sur l'eau, parce que j'insiste dessus, ça sera vraiment un vrai sujet. L'IA est déjà présente pour des startups qui sont spécialisées dans les inspections des réseaux ou des infrastructures. Et ça sera vraiment un plus pour les territoires. Hein. On connaît la déperdition en eau. Et également sur, je dirais, les labels nature et décarbonation des villes, puisqu'on a pas mal de startups qui embarquent l'IA sur des modèles collés à l'imagerie satellitaire pour permettre de mesurer la captation carbone et donner un petit peu des pratiques plus vertueuses. Donc l'IA est déjà sur nos territoires. Et voilà, il faut venir rencontrer les acteurs qui ont des solutions à proposer. Merci bien, en tout cas, merci à tous. Merci beaucoup. Merci, à l'année prochaine. Oui, sans problème.